Nous avons la grande chance d'avoir ce matin un guide qui est avec nous, David Mansour. Bonjour David. Bonjour. Comment vas-tu? Il faut appuyer sur le bouton rouge. Voilà. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien. Très bien. Alors David, tu es guide, on peut parler un peu de toi, Avec plaisir. ton parcours. Comment tu es arrivé à ce métier de guide israélien? On va dire qu'après l'ALIA, après l'armée, après l'éducation informelle, j'ai choisi ma direction, celle de faire découvrir Eretz Israël. Et ça fait à peu près 12 ans que j'ai fait l'école de guide du ministère du Tourisme, une licence sur 2 ans. Et ça fait à peu près 10 ans que je guide des juifs, des non-juifs, des touristes, des voyages d'affaires, des gens venus pour des smachot, des mariages. D'accord. Donc Israël n'a aucun secret pour toi? On apprend toujours, Olivier. Chaque jour, tu découvres. Chaque jour, là, on va parler d'une découverte qu'on a fait, mais c'est chaque fois, il y a toujours à apprendre, toujours. Alors, où tu nous emmènes aujourd'hui? Aujourd'hui, on va être dans ce qu'on appelle le désert de Judée, sur un site qui s'appelle Qumran. D'accord. On situe géographiquement, pour ceux qui ne connaissent pas bien la carte d'Israël. On sort de Jérusalem, on va en direction de la mer Morte. Avant d'arriver à En-Gedi, où on aime bien là-bas se rafraîchir dans les chutes, il y a un petit site qui est classé dans les sites des parcs nationaux d'Israël, et il s'appelle Qumran. Donc on est près de la mer Morte. Face à la mer Morte, sur la route 90. On a mis Waze, bien entendu, auparavant, pour ne pas se tromper. Une belle invention israélienne. Et donc on arrive près de la mer Morte, donc dans cet endroit de Qumran. Avant de parler de cet endroit, pourquoi tu as choisi Qumran? Parce que j'y guide beaucoup des touristes. Les touristes demandent toujours Jérusalem, Césarée, Nazareth, Tibériade. Mais Qumran, il revient beaucoup parce qu'ils savent que c'est une des plus belles trouvailles qui a été faite en Eretz Israël. Alors, on parle de cette trouvaille, justement. Qu'est-ce qu'on a découvert là-bas? Donc là-bas, on a retrouvé des manuscrits, les plus vieux manuscrits écrits en hébreu. Ça a été, on va raconter la petite histoire, la petite anecdote. Ça a été retrouvé en 47, début 47, par un bédouin qui était en train de faire paître ses chèvres. Et tout d'un coup, il y en a une qui se sauve. Et on ne sait toujours pas pourquoi, mais il n'a pas lâché l'histoire. Il a voulu lui courir après. Il arrive dans un endroit qui est un peu perché. Et il voit que la chèvre rentre dans une grotte. Un endroit où il aurait fallu faire du sniffling. Il y va, il rentre dans la grotte. Et là-bas, il découvre des jarres. Il ouvre et il voit qu'il y a des morceaux de cuir. La petite anecdote raconte aussi qu'il a ramené ça au chef de sa tribu bédouine et qu'il lui a dit on va pouvoir se faire des sandalettes. Ouais. Regarde, j'ai trouvé du cuir aujourd'hui. L'autre a peut-être une petite connaissance un peu plus sur ce que ça peut être. Il le donne à un autre chef de tribu qui évalue que c'est une écriture qui est quand même rare, qui est quelque chose. Ça va arriver à la fin du conte chez un antiquaire de Bethléem qui va comprendre que c'est de l'hébreu antique et il va téléphoner à un ami juif qu'il avait. On est juste avant la création de l'État d'Israël, comme on est en 47. Il va appeler le professeur Lipu Sokovitz et il lui dit professeur, tu es obligé de venir voir, j'ai quelque chose à te montrer. Il lui dit je peux pas venir aujourd'hui, tu sais Mohamed, il y a un couvre-feu. Les Anglais ne laissent pas venir à Bethléem. Ils ont dit que les Juifs doivent rester chez eux et les Arabes doivent rester chez eux parce qu'il y a quelque chose de spécial aujourd'hui. On est quand même le 29 novembre 1947. Il lui dit je fais chauffer le café, tu es obligé de venir, tu n'as jamais vu ce que j'ai à te montrer. Il dit mais je peux pas. Dans quelques heures, à quelques milliers de kilomètres d'ici, à New York, à l'ONU, il va y avoir un vote pour savoir si on crée un État juif, si ça va être proclamé, et ça risque de faire des frictions peut-être dans la rue. Les Anglais demandent vraiment de ne pas te sortir. Fais-moi confiance, professeur, il dit on se connaît depuis 20 ans, mais le kéfier que je t'ai offert, déguise-toi et viens. Il vient, il pousse la porte de la petite boutique d'antiquaire à Bethléem, et là il lui montre un bout de parchemin. Les Bédouins avaient été malins, ils avaient juste donné un bout de parchemin comme hameçon pour voir si c'était quelque chose d'important, et là il raconte dans ses écrits qu'il a eu des frissons, le professeur, parce qu'il voit que c'est des écrits qui n'ont pas 100 ans, qui n'ont pas 200 ans, qui n'ont pas 1000 ans, qui n'ont pas 2000 ans, il ne sait pas les dater, mais il voit que c'est de l'hébreu antique, ancien, et il lui demande où c'est qu'il a eu, il lui raconte la petite histoire, et à partir de là, il va y avoir tout un travail pour essayer de récupérer les manuscrits. C'est juste un peu fou, je pense, de savoir que des manuscrits qui sont une preuve irréfutable qu'on a une présence juive en Eretz Israël il y a 2200 ans à peu près, à l'époque du Second Temple, ont été remis dans les mains d'un juif le jour où le monde se réunit pour faire un vote s'il y a la création d'un État juif. C'est tout un symbole. En tout cas, ces manuscrits, après, bien entendu, arrivent du côté israélien. De quelle manière ? Ils sont achetés à cet antiquaire? On s'arrange avec l'antiquaire. Les Bédouins comprennent que c'est important. Ils fouillent des grottes. Il y a à peu près 12 grottes qui vont être fouillées dans la région de Qumran. On est après en pleine guerre d'indépendance. Après, c'est les Jordaniens. Et tout d'un coup, il y a quand même le fils de ce professeur qui est pas moins que Yigal Yadin,
qui sera le deuxième chef d'état-major. Enfin, le premier a été quelques semaines pendant la guerre d'indépendance. Après, tout de suite, c'est Galiadine, mais en vérité, c'est un fou d'archéologie. Il va fouiller Masada, il va fouiller Qumran, et il va voir des petites annonces dans le New York Times, par exemple, qui a marqué « Vente de manuscrits en hébreu, retrouvés près de la mer Morte, vente aux enchères », et des gens vont y aller avec des valises en civil au nom de l'État d'Israël, et on va racheter le maximum de notre patrimoine. Donc aujourd'hui, ces manuscrits ont été retrouvés. C'est bien entendu un Sefer Torah, en fait? C'est comme des petits Sefer Torah. C'est écrit sur de la peau de bête cachère, sur du parchemin, comme la mezouza qu'on a à la maison, un peu plus grand en général. On a retrouvé pratiquement tous les écrits du Tanakh, de l'Ancien Testament, de la Torah. On parle quand même des 5 livres de la Torah, de la Bible, qu'on lit à chaque paracha à la synagogue. Qui ont été retrouvés entièrement. Entièrement, ou des fois des morceaux. Dans les grottes, on a retrouvé le livre des psaumes, on a retrouvé le livre du prophète Zacharie, Ésaïe entier, 7 mètres de longueur, 17 pages de mémoire, un des plus grands manuscrits retrouvés. Et pour le coup, on a essayé de racheter le maximum. La petite question, c'est qu'est-ce qu'ils faisaient dans la grotte, peut-être, ces manuscrits-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient au milieu du désert? On a une réponse ou on ne sait toujours pas? On a, sinon je ne serais pas venu. On raconte tout. Après, c'est sûr que les gens auront envie d'aller voir par eux-mêmes le site. En tout cas, on a fait une fouille archéologique près des grottes et on a retrouvé une petite ville avec une quinzaine de mikvaot. Alors qu'en général, il y a certaines villes en Israël aujourd'hui où il y a un mikvé, 2 mikvés, d'accord, des villes qui comptent 15-20 000 habitants. Donc une présence juive. Présence juive et des gens qui voulaient vivre dans la sainteté. Et alors, on va dans les écrits de Flavius Joseph, et là-bas, on parle des Esséniens, et il dit qu'ils ont été près de la mer Morte, qu'ils ont quitté femmes, enfants, entre hommes, religieux. C'est quelque chose qui n'existe pas en général en judaïsme, et ils veulent vivre dans la Gdusha, dans la sainteté, à étudier la Torah, à se tremper tous les jours au mikvé, à écrire des écrits. Pourquoi ils partent comme ça? Parce qu'ils s'appellent les enfants de la lumière dans leurs écrits. Ils disent qu'il y a les enfants des ténèbres à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance qui est un peu malsainte. On sort de Tisha B'Av, on sait qu'avec les Romains, certains étaient main dans la main avec les Romains, certains, eux, ils font un truc qui n'a jamais existé dans le judaïsme, partir entre hommes dans le désert. Et on pense que ça serait peut-être leurs écrits, puisqu'on a retrouvé la vie juste en dessous, ça serait peut-être le moyen qu'ils avaient de subsistance d'écrire des écrits. Alors aujourd'hui, ce site est ouvert au public? C'est un parc national qui est ouvert au public, qui est sur la route. On peut le visiter. C'est vrai que les pierres, elles parlent pas. Donc, quand tu arrives, c'est Masada, mais en plus petit. Donc, déjà, si Masada, c'est bien d'avoir un guide qui te fait vibrer là-bas. La Qumran, c'est sûr que pour comprendre, il faut. La deuxième thèse, quand même, que je veux dire, c'est que si c'est pas les écrits des Esséniens eux-mêmes, alors c'est peut-être que c'était la bibliothèque du temple. Et que quand on a vu qu'il y a eu un danger tout de suite avant sa destruction, en une nuit, on a sorti tous les livres, on les a mis sur des charrettes et on a dit où on va les emmener. Là, on a dit, on a les Esséniens. C'est vrai qu'ils sont un peu illuminés, ils sont entre hommes, ils sont dans la Gdusha, ils attendent que les Romains partent, mais ça fait 200 ans qu'ils sont là-bas en bord de mer. On peut leur faire confiance et on leur aurait donné. Ils les auraient cachés, eux, dans des grottes. Par contre, la ville de Qumran, on voit qu'elle n'a pas été du tout saccagée. Elle est restée comme telle, elle a été recouverte, ce qui prouve que sûrement il y a dû avoir une sécheresse, quelque chose qui a fait qu'ils sont partis de là-bas. Ils ont caché les manuscrits en espérant revenir, et ils ne sont jamais revenus. Et ce qui est dingue quand même, c'est que ça nous a attendu quand même tout ce temps-là. Ça aurait pu être retrouvé il y a 500 ans, il y a 400 ans, juste comme ça à notre génération. Au même moment où la déclaration de l'État, enfin où les Nations Unies ont décidé de la déclaration de la création de l'État d'Israël. Exactement. Aujourd'hui, ils sont exposés en plus à l'entrée de Jérusalem, face à la Knesset, à peut-être 250 mètres à vol d'oiseau. Au musée d'Israël. Au musée d'Israël, c'est aussi tout un symbole. C'est un peu notre livret de famille, notre carte d'identité. C'est faire passer un message. Ce qu'on fait aujourd'hui à la Knesset, c'est la continuité d'une histoire nationale qu'on a eue il y a 2200 ans ici. On a encore un petit peu de temps pour dire quelque chose sur quelques minutes. Oui. D'accord. Alors, les manuscrits, on a voulu voir si on a tenu le challenge. Le challenge, c'était de partir en exil pendant 2000 ans, être sur 70 pays dispersés et savoir si on a réussi à maintenir la Torah qu'on a reçue au mont Sinaï de Moïse, d'Hachem. Et pour le coup, on a pris donc ces livres, on a pris le livre de Bereshit, on a pris le livre de Shemot, les psaumes, on l'a mis à côté d'un Tanakh, une Bible en hébreu que tout le monde a, qu'on a pu acheter à Jérusalem, à Tel Aviv, à Rue Richer, partout où on est. On l'a mis à côté et là, on a vu qu'il manquait pas une lettre. Et là, on a compris qu'en vérité, on avait tenu le challenge, partir avec la Torah aux quatre coins du monde, vivre des choses un peu difficiles des fois, des inquisitions, des pogroms, la Shoah, et revenir avec. Et là, on a compris que cette rigueur qu'on a eue que quand on lit par exemple la Torah à la synagogue, et que si au milieu de la lecture du Shabbat, tout d'un coup, on voit celui qui lit qu'il manque une lettre, alors on doit faire le silence, ça c'est le plus dur, faire le silence, attendre,
rentrer, sortir un deuxième Sefer Torah, mettre un fil sur le premier pour dire qu'il est problématique et ne pas l'utiliser tant qu'un Sofer Stam, un scribe n'est pas venu le faire. Cette rigueur qu'on a eue, elle a fait qu'on a pu partir, pas pendant quelques années, mais pendant des milliers d'années, et revenir et savoir qu'on a tenu le challenge de revenir avec cette Torah intacte. C'est donc vraiment un témoin de notre histoire. Sans aucun doute. De les voir, j'emmène des juifs, des non-juifs au musée d'Israël les voir, sur le site de Qumran. Ils me disent une stupeur de voir à quel point l'écriture est nette, à quel point il y a un espace, à quel point on voit encore la couture entre les parchemins. Pour ceux qui connaissent à quoi ça ressemble un parchemin, c'est intact, on peut lire, c'est-à-dire que sans trop se forcer, tu arrives à lire, tu comprends pas tout, et c'est quand même extraordinaire. Donc ce site à visiter quand même avec un guide, hein, plus particulièrement, parce qu'il y a beaucoup d'explications qu'on risque de rater. Par expérience, en ce moment, regarde, là, je vais commencer une visite avec des touristes. Je suis passé avant pour faire passer ce petit message. Les gens, ils disent, dès qu'on prend un guide, ça optimise une visite. Ils me disent, David, on est passé 1000 fois à Jérusalem, 1000 fois à Césarée. Jamais on a vu. Arriver à Qumran, c'est sûr que tu te sens sur les traces des Esséniens, sur les traces de nos ancêtres. Il y a encore 2-3 autres sites qu'on peut voir dans la... Bien sûr, on a parlé de Masada, on a parlé de... Il y a de quoi faire, mais il fait un peu chaud. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas prendre un chapeau, une gourde et être un peu à l'ombre. Il fait chaud en ce moment, mais c'est sûr qu'on marche sur les traces de nos ancêtres. Et puis on peut terminer cette visite ou toute cette visite par la visite du musée d'Israël pour voir justement ces manuscrits qui sont exposés. Exactement, revenir à l'entrée de la ville de Jérusalem, aller au musée d'Israël, c'est gratuit pendant le mois d'août de mémoire pour les enfants. Donc c'est génial, les parents ils payent juste un prix symbolique et il n'y a pas que les manuscrits, on peut passer une journée au musée. Tout ce qu'on a retrouvé en Eretz Israël est sur place là-bas exposé, c'est extraordinaire. David, une page Facebook peut-être ? Oui, tout simplement, David Mansour en 2 mots, Mansour M-A-N-S-O-U-R, et sinon aussi mon groupe, mon site Tioul Tov, vous écrivez Tioul Tov dans Google et j'apparais et je suis sûr qu'il y a d'autres idées de Tioul et d'excursions en Israël, ça manque pas hein? Non, ça manque pas, il y a plein de touristes, il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour découvrir notre terre, je le vois avec les demandes. Un petit mot sur les touristes chrétiens, ça m'intéresse toujours. Est-ce qu'ils sont, on dit qu'ils sont de plus en plus nombreux d'abord, est-ce qu'ils sont très intéressés par ce qui se passe ici en Israël, par l'histoire d'Israël ? Et je vais être un peu dur, on est le matin, mais des fois, ils sont même plus intéressés que les gens de chez nous parce qu'eux, ils comprennent cette richesse que je viens de parler. Des fois, en général, les Juifs, ils disent « Oh, je connais, je viens quand même depuis l'âge de 13 ans. J'ai fait ma bar mitzvah, monsieur Mansour, à Jérusalem, où je suis venu pour le mariage de ma fille. » Mais dès qu'ils font une visite, les Juifs, ils comprennent qu'ils ont eu de l'émotion, qu'ils ont eu des frissons avec le guide, qu'ils ont vu des choses. Donc, bien sûr qu'il y a. Pour les non-Juifs, ils viennent avec leurs intérêts à eux. Il faut aussi s'adapter et les faire vibrer avec des choses qui les intéressent. Mais pas que. Quand ils repartent, en général, je pense qu'ils sont des ambassadeurs d'Israël. Ils comprennent des choses en géopolitique, en histoire, en théologie, notre droit sur cette terre. Ils comprennent des choses. On est à Jérusalem ce matin ensemble. Ils comprennent le terme de Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest, toutes sortes de choses qui ne sont pas très claires quand on regarde la télé à 4000 km. Tout d'un coup, tout est clair. Israël, depuis 50 ans, est à Jérusalem, fait des belles choses. Et ça, eux, ils sont friands de comprendre parce qu'ils savent que les informations qu'ils reçoivent là-bas, c'est pas possible avec tout ce qu'ils voient sur le terrain. Ben voilà, qu'on a fait des West, qu'on a fait qu'on est sur Teva dans le médical, qu'on est dans tous les domaines, c'est pas possible. Mais comme on parle d'information, on va clôturer cette heure d'information que nous avons passée ensemble. Merci David d'être venu nous rendre visite dans ce studio Kalita et de nous avoir parlé de ce site Qumran. Il est 9h et moins 2 minutes. C'est la fin de cette heure d'information sur Studio Kalita. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain, 8h, pour une nouvelle page d'information en direct de Jérusalem. Bonne journée à tous. Merci de votre attention. À demain, 8h.